Bonsoir, moi je suis le docteur Margot Denis, je suis médecin nutritionniste, donc je travaille, au CSO Île-de-France Est, qui est le CSO porté par le service de nutrition de la Pitié-Salpêtrière à temps partiel et puis j'ai une activité aussi, à temps partiel dans une clinique de rééducation pour faire de l'éducation thérapeutique. Donc je vous partage mon écran, faites-moi signe si vous ne voyez pas bien. Oui. Donc, pour, bien comprendre, en fait, les différents niveaux de recours et la façon dont on envisage l'orientation des patients, je vais revenir aussi sur la façon dont on grade, en fait, la sévérité de l'obésité pour justement orienter les patients vers le bon niveau de recours. Je fais, une petite introduction sur, les nouvelles définitions de l'obésité, donc ça, c'est un travail qui est paru, début 2025 et qui est une réflexion d'un groupe de travail sur, comment, progresser dans la les nouvelles définitions de l'obésité en lien avec, les nouvelles compréhensions qu'on a de la maladie. Et donc, l'objectif, c'était, d'essayer de s'éloigner un peu du seul IMC qui reflète pas, la composition corporelle et qui reflète pas aussi le retentissement de l'obésité et la sévérité de l'obésité. Donc, l'idée de ce travail, c'est plutôt de dire que, on va évaluer un excès de masse grasse plus qu'un poids ou un IMC et ensuite on va évaluer le retentissement de cet excès de masse grasse sur la santé de la personne et donc, un excès de masse grasse, quel que soit l'IMC, sans retentissement, on va parler d'obésité préclinique. Et un excès de masse grasse avec un retentissement médical, on va parler d'obésité clinique. Et donc, l'idée, c'est que les recommandations françaises qui s'attachent à nous aider à grader la sévérité de l'obésité, elles vont un peu dans le même sens, où l'objectif, c'est d'intégrer l'IMC à la réflexion, mais de l'intégrer avec tout un tas d'autres paramètres. L'IMC, c'est un bon critère de dépistage, mais ensuite, après, la situation clinique, elle doit être affinée avec beaucoup d'autres paramètres. Donc, vous le savez tous probablement, l'obésité, elle est associée à un certain nombre de retentissements euh, physiques et psychiques avec les complications métaboliques, dont le diabète, les complications cardiovasculaires, le retentissement, mécanique au niveau, ostéo-articulaire, au niveau, urinaire, au niveau veineux, au niveau digestif et donc tout le bilan du retentissement des complications qu'il y a à faire chez les personnes en situation d'obésité, ça, c'est des bilans qui sont assez standardisés et qui sont, que je vais pas reprendre point par point. Là, l'idée, c'est de se concentrer sur ce tableau. Donc je recommence mes explications. Donc ça, c'est la version simplifiée du tableau qui est disponible dans les recommandations HAS. Vous avez le niveau de sévérité sur la colonne de gauche. Donc vous avez 5 niveaux de sévérité qui vont de 1A à 3B. Et chaque niveau de sévérité correspond à un niveau de recours qui est symbolisé par les couleurs sur lesquelles je reviendrai secondairement. Donc là, l'idée, c'est de comprendre comment on va grader la sévérité de l'obésité, comment on va grader les patients pour justement les orienter. Donc en fait, quand on a un patient devant nous, l'objectif, c'est de pouvoir répondre à la question de poser par chacune des colonnes, à savoir l'IMC. Est-ce qu'il y a un retentissement médical? Est-ce qu'il y a un retentissement fonctionnel sur la qualité de vie? Est-ce qu'il y a des troubles psychiatriques, cognitifs ou comportementaux associés à l'obésité? Est-ce que, on connaît, une étiologie particulière à cette obésité? Quel est le comportement alimentaire et quelle est la trajectoire pondérale? Est-ce qu'on est sur une première prise en charge? Est-ce qu'il y a eu des rebonds pondéraux et cetera? Et donc ensuite, on va, hem, dans chacune, des colonnes, pouvoir, évaluer où se situe le patient et en fait, un seul élément de chacune des 7 colonnes suffit à classer l'obésité dans le stade de sévérité. C'est-à-dire que c'est l'élément le plus sévère du tableau qui va grader le patient dans le stade de sévérité. Donc comme ça, c'est pas très clair. Je vais juste détailler un petit peu les différentes colonnes et après je vous montre des exemples. Donc d'abord, on a l'IMC. Donc en fonction de l'IMC, hem, c'est ça l'IMC fait partie en fait des facteurs qui permettent de grader la sévérité de l'obésité, notamment si vous avez un IMC supérieur ou égal à 50, vous êtes d'emblée dans le stade de sévérité 3B, quel que soit le retentissement médical associé. Sur le retentissement médical, on va parler des altérations, cardio-métaboliques, donc qui sont le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, la stéatose, hépatique ou la maladie, non alcoolique du foie, le syndrome d'apnée, hypopnée
hem, obstructive, l'aggravation par l'obésité d'une maladie chronique, mais n'exposant pas à un risque majeur et puis on va mettre dedans aussi, l'infertilité, le SOPK et puis après quand l'obésité, elle aggrave les maladies chroniques de manière très importante avec un risque majeur ou un risque de handicap, là tout de suite, quelle que soit en fait la pathologie concernée, le patient est en stade de sévérité 3. Sur le retentissement fonctionnel sur la qualité de vie, on va évaluer en fait dans quelle mesure ça va limiter les déplacements et les activités de la vie quotidienne et ça peut aller bien sûr jusqu'à des pertes d'autonomie, quasiment totales. Les troubles, psychiques, cognitifs, comportementaux, ça peut être par exemple des troubles du neurodéveloppement avec des déficiences intellectuelles, ça peut être des pathologies psychiatriques plus ou moins sévères, plus ou moins équilibrées, ça peut être des troubles du spectre de l'autisme, par exemple. Sur les étiologies de l'obésité, on va différencier l'obésité dite commune, des obésités dites secondaires à des pathologies endocriniennes ou même, des obésités avec, des obésités de cause rare, donc d'origine génétique. Sur le comportement alimentaire, on va évaluer s'il y a pas d'anomalie du comportement alimentaire, s'il y a un authentique, TCA, donc là on est plutôt sur l'hyperphagie boulimique ou s'il y a, heu, un un comportement alimentaire, troublé, où il peut y avoir, des accès d'hyperphagie, sans qu'il y ait forcément de critères pour, diagnostiquer un TCA et puis après on va évaluer la trajectoire pondérale. Est-ce que le patient, il a fait beaucoup de yo-yo pondéral? Est-ce que, c'est la première fois qu'il y a une prise en charge et qu'en fait, il y a jamais eu de variation de poids? Ou en tout cas, jamais de, perte puis reprise. Est-ce que le patient il a déjà eu de la chirurgie bariatrique? Est-ce que la chirurgie bariatrique, le bénéfice, il est toujours présent ou est-ce qu'il y a une reprise de poids et cetera et cetera? Hem, voilà. Donc la gradation de la sévérité, comme je vous le disais, elle nous permet donc de classer les patients dans 5 grades, et de ensuite de pouvoir, les orienter. Donc ces grades de sévérité, ils sont définis, dans les recommandations de la HAS. Donc par exemple, pour utiliser le tableau, si vous avez un patient, il y a des critères qui vous placent d'emblée dans des stades de sévérité très sévères, quels que soient les autres paramètres. Par exemple, si vous avez un IMC supérieur à 50, supérieur ou égal à 50, le stade de sévérité, c'est un stade 3B d'emblée. Si vous avez une hyperphagie boulimique, donc un TCA vrai, le patient ou la patiente, elle est d'emblée classée en stade de sévérité 3. Donc là où il faudra euh, évaluer les autres paramètres pour voir si on le classe plutôt en 3A ou en 3B, mais en tout cas, ça vous place d'emblée dans des situations d'obésité qu'on va qualifier de très sévères. Et pour vous donner un peu une idée de ce que ça représente, le niveau 1A, c'est des patients qui ont un IMC modérément élevé, donc inférieur à 35 et une absence de retentissement. C'est-à-dire ils n'ont pas d'anomalie cardio-métabolique, ils n'ont pas de gène fonctionnel, ils ont une étiologie d'obésité commune, il n'y a pas d'impulsivité alimentaire, c'est une obésité qui est acquise à l'âge adulte, sur lesquels il n'y a pas eu de rebond pondéral et cetera. Donc c'est des patients qui sont vraiment pas du tout, qu'on va considérer comme pas du tout sévères. Donc si je vous fais un exemple concret d'un patient, on va partir d'une femme de 45 ans qui arrive avec un IMC à 37, donc elle va se placer ici. Quand on a un IMC entre 35 et 50, on peut se placer soit dans le niveau 2, soit dans le niveau 3 en fonction en fait des autres, anomalies associées. Cette patiente, elle a un diabète de type 2 débutant et une hypertension artérielle qui est pas problématique, donc elle se place à cet endroit-là. Elle a une gonarthrose assez évoluée qui limite quand même pas mal ses déplacements, donc elle va avoir un impact marqué sur sa qualité de vie sans avoir de réduction réelle du périmètre de marche. Mais ça veut dire que ça peut être des gens qui vont choisir, de ne pas faire certaines activités parce qu'ils sont trop limités ou qui vont avoir des difficultés à se déplacer, dans les transports en commun sur sur des distances trop importantes. C'est une patiente qui a pas de troubles, psychiatriques ni rien, donc elle se place ici avec une obésité commune. Sur le comportement alimentaire, elle a de l'impulsivité sans crise d'hyperphagie, c'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à, avoir des moments où elle va avoir des envies irrépressibles de manger, sans que ça soit des crises d'hyperphagie. On pourrait considérer ça comme du grignotage, on parle d'impulsivité et sur la trajectoire pondérale, elle a fait moi j'ai écrit impulsivité. Donc c'est obésité le bon mot, obésité acquise avec plusieurs rebonds pondéraux. Donc c'est l'exemple typique, des personnes qui ont fait de nombreux régimes avec du yo-yo pondéral ascendant. Donc là, elle va se placer à cet endroit-là. Donc en fait, cette patiente, elle a un IMC entre 35 et 50 qui la place entre le niveau 2 et le niveau 3. Mais en fait, dans les autres critères qu'on va regarder, il y a aucun autre critère
qui se place dans le niveau 3A. Donc cette patiente, elle relève du niveau 2. C'est comme ça qu'on classe les patients. Donc ce tableau comme ça prend un petit peu de temps à l'utiliser. Donc ce qui est, disponible, c'est le calculateur de sévérité qui est disponible sur le site des CSO. Ce calculateur de sévérité, il faut aller dans l'espace pro du site, des CSO que je peux vous montrer après en direct si vous le souhaitez. Calculer en fait, l'espace, il y a marqué sur l'adresse, il y a marqué calculer son IMC, mais en réalité, c'est un calculateur de sévérité. Ça commence par la question de l'IMC et en fait, quand vous remplissez la question de l'IMC, après, vous avez toutes les questions qui correspondent à chacune des colonnes qui vont apparaître et à la fin, on vous donne en fait, une réponse disant, voilà, bah, là, j'avais rempli, des critères qui, mettaient le patient ou la patiente dans un niveau de sévérité très sévère, qui relevait du niveau 3. Donc, si je vous montre en direct comment ça marche, si vous allez sur la page d'accueil du CSO, vous allez dans l'espace pro ici en haut à droite. Vous avez ce carré rose évaluer la sévérité de l'obésité. Et donc là, vous avez le calculateur. Donc, si on met hop, un exemple. Vous mettez, l'IMC et ensuite il y a d'autres, questions qui apparaissent et c'est là où vous pouvez, voilà, remplir, répondre à chacune des questions et ensuite ça vous classe le patient. Ce qui rend les choses peut-être un peu plus faciles quand on a moins l'habitude d'utiliser le tableau. Et donc ensuite, voilà, je vous l'avais mis là. Les niveaux de recours. Donc les niveaux de recours, je vous mets aussi un petit mot sur les objectifs. Pourquoi on classe les patients en fonction de la complexité? C'est parce que les objectifs vont pas être les mêmes que, par exemple, pour les situations non complexes, la perte de poids n'est pas forcément la priorité. On va plutôt chercher la stabilisation, voire un retour au poids d'équilibre et le maintien d'habitudes de vie qui soient conformes avec les recommandations. Et dans les situations complexes, on va avoir des objectifs de perte de poids plus individualisés avec un traitement, en fait, des complications qui sont déjà présentes et des symptômes pour éviter l'aggravation. Et dans les situations très complexes, on va avoir, des objectifs qui sont, beaucoup plus, en fait, on va prioriser les objectifs, avec, souvent, des objectifs, très individualisés qui vont correspondre à des situations particulières. Et l'objectif, c'est vraiment principalement d'éviter l'aggravation, et donc avec des accompagnements, beaucoup plus ciblés. Là, ça, c'est une diapo. L'objectif, c'est de résumer un petit peu, les niveaux de recours et après j'irai un peu plus dans les détails sur, comment on adresse les patients. Donc une fois qu'on a fait, tout à gauche là, le bilan et la gradation des patients, en fait, le niveau de recours, on va déterminer qui coordonne les soins, qui sont les acteurs de la prise en soins, où se déroulent les soins et quels sont les appuis qu'on peut trouver au niveau des filières. Pour le niveau 1, chez les patients qui sont non complexes, la personne qui fait la coordination des soins, c'est plutôt le médecin généraliste. Les acteurs de la prise en soins, c'est des acteurs qui vont en fait être présents quels que soient les niveaux de recours, qui sont, le diététicien ou la diététicienne, les professionnels de l'activité physique, les kinés, les enseignants en activité physique adaptée. Ça peut être les psychologues, ça peut être éventuellement sur les niveaux de recours plus élevés, des infirmières de coordination, des infirmières de pratique avancée et puis, parfois on peut aussi faire appel aux chirurgiens pour la chirurgie bariatrique et donc pour le niveau de recours 1, le lieu des soins, donc avec plutôt des enseignants, enfin des professionnels de l'activité physique, des diététiciens, diététiciennes et des psychologues, ça va être en ville. Donc c'est plutôt des prises en charge ambulatoires. Pour le niveau 2, la coordination des soins, elle peut être faite par le médecin généraliste selon son intérêt ou sa compétence dans la spécialité en nutrition, obésité, ou par le médecin nutritionniste. Le médecin nutritionniste est plutôt basé en ville ou dans les centres hospitaliers régionaux. Où il peut y avoir des offres de soins sur l'obésité. Les soins, ils peuvent avoir lieu en ville aussi. Ils peuvent avoir lieu dans les structures hospitalières régionales ou ils peuvent avoir lieu aussi sur les SMR, les centres de soins médicaux et de réadaptation. Pardon. Où on a des SMR, qui proposent des soins ambulatoires ou des soins de courte durée avec des programmes d'éducation thérapeutique qui sont accessibles depuis la ville sans être obligés de passer par l'hospitalisation, et qui peuvent être aussi le lieu des soins.
Là, on va s'appuyer aussi sur un réseau de santé qui s'appelle le réseau Ronde et qui peut aussi aider, mais je vous en reparlerai sur l'orientation et sur la proposition d'activité. Et donc le niveau 3, c'est pour les situations complexes et très complexes. Donc la prise en charge, elle va être coordonnée par le médecin nutritionniste hospitalier au sein des CHU ou par lesquels sont portés les CSO. Et donc, on peut s'appuyer aussi sur les établissements de SMR spécialisés dans la prise en charge de l'obésité pour la nutrition, qui peuvent avoir un label d'activité d'expertise pour la prise en charge des obésités complexes, qui est, qui est donné en fait par les ARS. Et donc, ces SMR spécialisés, ils ont le matériel, normalement le personnel et les compétences pour accueillir des patients qui sont dans des situations très complexes. Ensuite, d'un point de vue un peu plus pratique, donc quand on est, en niveau de recours, 1, pour trouver des professionnels de ville, qui, sont en mesure de pouvoir, prendre en charge, les patients, il y a plusieurs possibilités. Donc il y a un annuaire sur, le site des CSO que je vous montre tout de suite. Si on retourne sur les sites des CSO, il est sur la barre du haut, là, annuaire. Donc, il y a des gens qui sont déjà référencés. Vous pouvez choisir en fait les spécialités et puis vous pouvez choisir le type de public. Donc, si vous cherchez un diététicien, une diététicienne, vous avez un certain nombre de personnes qui sont des personnes qui ont demandé à se faire référencer par le CSO et qui ont des compétences pour l'accompagnement des personnes en situation d'obésité. Donc, je vous remets mon petit. Voilà. Donc ça peut être une première ressource. Pour l'activité physique, vous avez aussi la possibilité d'orienter les patients vers les maisons sport santé, donc qui sont des structures labellisées par les ARS. Il y en a de plus en plus et il y a l'annuaire des maisons sport santé d'Île-de-France qui est disponible sur Internet. Leur objectif, c'est d'évaluer les capacités des patients et de leur proposer une activité physique adaptée. Et donc, c'est des structures qui accueillent des patients soit qui ont des ALD, soit qui sont en situation d'obésité. Et donc l'objectif, c'est de leur proposer des activités adaptées, donc avec des professionnels de l'activité physique adaptée, soit sur place, soit de les adresser en fait vers des clubs de sport adaptés ou vers des clubs de sport standards qui peuvent avoir une offre spécifique pour certains profils de patients. Ça peut être payant, mais ça dépend des structures. Par exemple, les maisons sport santé de la ville de Paris, elles ont vocation à ce que le coût ne soit pas limitant, par exemple. Et donc ça, c'est sur prescription. Et c'est des prescriptions qui peuvent être faites sur internet, via le site Prescriform. Ensuite, pour les programmes d'ETP, l'ensemble des programmes d'ETP, disponibles en Île-de-France, il est disponible sur le site etp-île-de-france.fr et vous pouvez choisir dans les menus les pathologies. Donc par exemple, vous choisissez obésité de l'adulte et vous avez la liste des programmes ETP qui sortent. Donc ça peut aider aussi à trouver des ressources. Le réseau Ronde, donc qui est un réseau de santé pour l'obésité de l'adulte en Île-de-France, le réseau Ronde peut être une ressource intéressante parce que ils peuvent déjà proposer un certain nombre de séances enfin, à un moment, il y avait des séances en visio, notamment sur l'activité physique. Il y a des possibilités de prise en charge de financement en fait de consultations diététiques et psychologiques. Et puis ça peut aussi aider à orienter les patients quand vous savez pas trop où les orienter, à qui les orienter, que vous cherchez un médecin nutritionniste, etc. C'est un réseau qui peut venir en appui. Alors, le réseau Ronde, il n'est pas limité au niveau 1 ou à un seul des deux niveaux, hein. Ça peut être tout à fait sur les niveaux, enfin, de manière ambulatoire ou si vous êtes dans une structure. Ils sont assez disponibles. Pour le niveau 2, l'offre de soins, sur les centres hospitaliers régionaux, elle n'est pas encore, suffisamment référencée par les CSO, mais vous avez les SMR, de courte durée ou les SMR ambulatoires où vous pouvez aussi, solliciter les CSO si vous avez besoin, d'aide sur l'orientation. Et il y a pas mal, enfin sur les SMR ambulatoires en région parisienne, vous pouvez orienter les personnes, directement sans forcément passer, par, le patient, il n'est pas obligé d'avoir été hospitalisé avant. Et puis pour le niveau 3, s'il y a besoin d'orienter au CSO, donc il y a certains services qui sont référencés sur Directa PHP, mais surtout sur le site du CSO, vous avez l'onglet Prendre un rendez-vous. Donc vous allez sur les CSO Île-de-France, prendre un rendez-vous. Et là, vous avez les modalités de prise de rendez-vous de tous les services constitutifs des différents CSO. Voilà, donc ça peut vous donner aussi
des, des outils pour orienter les patients, notamment les plus sévères. Et je termine sur cette diapo. Les obstacles qui sont rencontrés, comment on peut passer outre. Donc la problématique des soins non remboursés, notamment les soins paramédicaux en ville, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder les programmes ETP qui sont portés par des structures hospitalières, qu'elles soient privées ou publiques, parce que la plupart du temps, c'est peu coûteux pour les patients, notamment dans les SMR. Et comme je vous disais, le réseau Ronde peut aussi financer des consultations diététiques ou psychologiques. Il y a aussi le dispositif Mon Suivi Psy qui permet de financer un certain nombre de consultations psychologiques. Les difficultés de déplacement, donc les soins ambulatoires, peuvent justifier un transport médicalisé pour les patients qui ont un 100%. Donc, on peut faire quand il y a des programmes ETP dans des structures type SMR, par exemple, on peut faire des transports. Et puis, il y a certains centres qui développent des outils de e-learning ou de IETP, justement pour euh, que des patients qui ont plus de difficultés de déplacement puissent avoir accès quand même à des outils de TP. Et pour ce qui concerne le manque de temps, donc, sachez que les patients qui ont une ALD, l'employeur il a l'obligation de libérer du temps pour les soins ambulatoires. Donc, des patients qui sont en ALD pour le diabète, par exemple, les soins de l'obésité, ils vont rentrer quand même dans l'ALD diabète. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour les patients qui travaillent. Et on peut même envisager des temps partiels thérapeutiques pour ces patients-là, quand il y a, par exemple, des prises en charge régulières qui se répètent. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour la présentation et je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Margot. Alors, on a une question de la part de Monsieur Richez Alain qui demande le phénotypage de l'obésité semble un bon moyen pour orienter la prescription des analogues GLP-1. Qu'en pensez-vous? Alors moi, à titre personnel, j'en pense rien. Il y a une prise de... Parce que, pourquoi j'en pense rien? Parce qu'il y a une prise de position qui a été rédigée en fait par un groupe d'experts en nutrition et qui va sortir prochainement justement pour orienter la prescription, qui est pour l'instant quand même plutôt pour les patients pardon, de sévérité 2 ou 3, stade de sévérité 2 ou 3, mais donc tout ça, ça va être un petit peu éclairci par cette prise de position, donc je vais pas m'étendre là-dessus pour le moment. Mais effectivement, c'est à ça que ça va servir, oui. Et je me permets aussi de rajouter que début 2026, on essayera en fait de dédier les flash infos justement sur les recommandations en lien avec les traitements médicamenteux. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main ou alors poser vos questions directement dans le chat. Alors oui, il y a Anaïs qui lève la main. Anaïs, on t'écoute. Ah, on Alice, t'entend. peut-être que ton micro est fermé. Oui, vous m'entendez, tout le monde? Oui, Oui, oui. oui, bonsoir Margot. Je voulais avoir ton avis concernant l'outil de phénotypage développé par Nouvi dans le cadre de l'article 51. C'est globalement. Alors moi, je l'utilise pas personnellement, mais globalement, D'ac- c'est la même chose, hein. C'est des algorithmes hyper simples. C'est tout à fait bien fait. D'accord. Mais je Ok. crois que dans Nuvi, il faut se connecter, il me semble. Oui, je crois. Mais après, sur la pertinence de l'outil et les réponses données, ça va être la même chose. D'accord, donc ça va être similaire Oui, Ok, oui, oui. d'accord, merci. Alors on a une autre question. Le patient doit-il avoir une prescription de son médecin traitant pour aller consulter en CSO? Euh, euh, Alors, ça dépend en fait des modalités de chaque CSO. De toute façon, pour être pris en charge, les services qui portent les CSO sont des services effectivement qui sont souvent quand même très sollicités et donc où de toute façon il y a une forme pour la plupart des services, une forme de tri qui est fait puisque ils peuvent pas accueillir tout le monde. On a quelqu'un dont le micro est ouvert. Ouais, c'est bon, j'ai désactivé. Donc,
Donc après, par exemple, sur le service de la pitié salpêtrière, il y a un formulaire qui peut être rempli en ligne sur le site sur le site de la PHP, prendre un rendez-vous où les patients peuvent faire eux-mêmes des demandes dans certains services. Le formulaire, il peut être rempli par le patient sans forcément qu'il y ait de courrier du médecin traitant derrière. Mais après, les modalités d'admission, les possibilités de prise en charge dans certains services, enfin, même dans la plupart des services, elles sont quand même soumises à une certaine forme de tri parce qu'ils peuvent pas accueillir tout le monde. En fait, enfin, on reste sur du niveau 3, donc c'est vrai que les patients les moins sévères, ils sont plutôt réorientés vers la ville ou vers d'autres structures. Mais dans certains services, le patient peut faire une demande sans forcément qu'il y ait de courrier du médecin traitant. Et donc c'est là où la page prendre un rendez-vous sur le site des CSO, elle peut vous aider euh, à comprendre comment s'adresser à chacun de ces services. Merci Margot. Est-ce qu'il y a